Donc du coup, Charles, on va commencer avec un sujet qui se prête un peu à l'actualité, vu que dans pas très longtemps, il va y avoir une fameuse fête qui s'appelle Halloween. Et on s'est dit, avec Charles et l'équipe, que c'était intéressant de parler de cette notion un peu de paranormal, qui est quelque chose qui fascine, on va dire, l'humanité et l'ensemble des civilisations. Alors, comme d'habitude, Charles, une petite définition sur la définition du paranormal, donc définition du Larousse. Donc, le paranormal se dit des phénomènes ne semblant pas s'inscrire dans le cadre des lois scientifiques actuellement établies. Donc, c'est en termes de définition, tout ce qui sort du spectre scientifique, donc tout ce qui sort de ce qui est explicable scientifiquement, est catégorisé comme paranormal. Comme d'habitude, encore une fois, une petite citation de Guy de Maupassant, qui est un peu dans cette continuité de découverte scientifique. Il dit « Le surnaturel, qu'on pourrait comparer au paranormal, baisse comme un lac d'un canal qui s'épuise. La science, à tout moment, recule les limites du merveilleux. » Donc pour lui, en fin de compte, il a testé que le surnaturel, le merveilleux, il utilise deux notions, on pourrait les associer au paranormal. C'est ce que la science n'a pas encore découvert. Et c'est vrai que de manière générale, sur ce côté paranormal et l'analyse un peu systémique, paranormal, ça a toujours fasciné l'humanité. On va parler de fantômes, on va parler de magie, on va parler de contes, on va parler de légendes. Même encore aujourd'hui, il y a certaines personnes, peu importe leur niveau, vont utiliser ou aborder la magie noire, par exemple, qui est associée au paranormal. On peut aussi associer ce paranormal au mystère antique. On aura peut-être l'occasion de parler des civilisations antérieures, aborder les pyramides ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce côté paranormal, et surtout pour la fête d'Halloween, qui est un peu une fête, après ça dépend des traditions, qui adresse ou qui va venir célébrer les morts, fascine, parce que le paranormal est connecté à cette notion, souvent, de mortalité. Et ça va associer deux notions qui sont connectées et parfois un peu contradictoires. Ça va effectivement faire écho à la mortalité de l'être humain de manière générale, mais aussi à son immortalité, parce que qui dit paranormal dit fantôme, donc dit potentiellement la possibilité d'un après. Alors la première question, c'est justement celle-ci. Quelle est l'approche, quelle est la définition, quelle est la vision que pourrait porter justement l'analyse et l'approche systémique sur cette notion de paranormal? C'est un peu pas un peu, mais c'est l'approche scientifique dans le sens que tous ces phénomènes, la plupart de ces phénomènes sont explicables scientifiquement, dans le sens que sont niés, si vous voulez, scientifiquement, dans le sens qu'ils ne sont pas prouvés scientifiquement, donc la plupart du temps, c'est des croyances. Les croyances sont associées à l'ignorance, dans le sens de l'ignorance de la science de la vie. Autrement dit, l'ignorance des subtilités de la vie, finalement, qui est finalement la réalité systémique. Voyez-vous? Alors, si on peut pas, si un individu ne peut pas, avec une grande sensibilité, la plupart du temps, justement, ne peut pas être conscient, si vous voulez, de ce qu'il appelle l'invisible, autrement dit, les lois d'énergie, comment le système fonctionne, autrement dit, la mécanique systémique qu'il ne peut voir psychologiquement, qu'il ne peut observer psychologiquement. Alors, à ce moment-là, il y a toutes sortes de croyances qui s'installent à travers le fait que ces individus-là intuitent la réalité systémique, finalement, autrement dit, la mécanique vibratoire, ce qu'ils appellent l'intuition. Ils intuitent tout ça et interprètent de façon psychologique. Voyez-vous, que ce soit les cartes, le tarot, tous les moyens divinatoires comme ça, c'est des formes qui servent à connecter intuitivement l'individu à quelque chose qu'il ne connaît pas scientifiquement, autrement dit, qu'il n'a pas vérifié. Voyez-vous? Donc, il peut avoir des résultats intéressants, mais il ne sait pas, il ne connaît pas la source, autrement dit. Alors, il ne peut pas expérimenter de façon régulière par exemple, sans les cartes.
par exemple, OK? Ou sans l'astrologie, par exemple. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ben, il est toujours dans la croyance, il est toujours dans l'interprétation psychologique. On pourrait dire que le paranormal, c'est la perception psychologique de la réalité systémique. Voyez-vous? Alors, c'est un peu, pour commencer le sujet, c'est un peu ça. Là. D'accord. Et de ce fait, toutes les notions, par exemple, cela, vous avez parlé de médium, toutes les notions, cela, je pense qu'il y a des choses qui viennent à l'esprit, les histoires de poltergeist, de possession, de hantise. Finalement, c'est juste des phénomènes qui vont venir interpréter les personnes. Oui, la plupart du temps. Et les personnes qui interprètent ça, justement, c'est des personnes sensibles. Ils sentent des choses, mais la seule façon qu'ils ont de l'expliquer, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il anthropomorphise. Ou, par exemple, dans le cas des fantômes, des entités, etc., c'est de l'anthropomorphisation. Autrement dit, c'est le même phénomène que le phénomène religieux, dans le sens de Dieu ou des dieux, finalement, dans le sens qu'ils personnalisent, voyez-vous, à leur image. Hein? Alors, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image, et non pas le contraire. Voyez-vous, dans la Bible, ils vont dire Dieu a créé l'homme à son image, mais dans le fond, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Dieu étant la perception intuitive de la réalité systémique, finalement. Comment ça fonctionne? Voyez-vous? Comment fonctionne la vie, finalement? Voyez-vous? Donc effectivement, ça va être des interprétations psychologiques. Est-ce qu'il y a quand même une sorte de réalité derrière tout ça? Par exemple, je pense effectivement là dans ces phénomènes de poltergeist, alors encore une fois, hein, toujours à prendre avec des pincettes, est-ce que ça a été vérifié ou pas? Il y a eu des histoires de craquements ou des téléphones qui étaient capables de bouger d'un coin ou d'un autre. Est-ce qu'il y a un peu de réalité derrière ce phénomène? C'est-à-dire qu'un être humain est capable de potentiellement de faire bouger quelque chose ou ça reste à prendre avec des pincettes quand même et de la pure interprétation? Possiblement, de la même façon que les sons peuvent altérer, par exemple, des verres en cristal ou du cristal, peuvent faire éclater le cristal si c'est la même vibration. Alors, pourquoi pas les choses plus denses, les choses matérielles plus denses, voyez-vous? Si, par exemple, une personne vibre à un peu trop fort, si vous voulez, à la vibration ou la particularité vibratoire d'un objet, par exemple. Ça se pourrait. C'est difficilement prouvable, il faudrait scientifiquement, parce que ça ne se commande pas habituellement, ces choses-là. Alors, l'homme nouveau pourrait éventuellement, à travers l'investigation de ces phénomènes-là, être en mesure de recréer des expériences du genre, mais de façon volontaire. Voyez-vous? La plupart du temps, ces expériences-là sont vécues de façon involontaire. C'est imposé à l'individu. Voyez-vous? Ça peut être imposé au niveau vibratoire, dans le sens qu'on vient de parler, et ça peut être imposé dans le sens d'une croyance ou d'une défectuosité du cerveau. Voyez-vous? À ce moment-là, la personne peut interpréter, peut voir des choses. Par exemple, les gens qui font de l'épilepsie peuvent voir des ondes particulières en dehors de leur vision normale. Voyez-vous? À cause de l'épilepsie. Mais ils peuvent interpréter ça de différentes façons. Là. Ils peuvent sentir une présence, par exemple. Voyez-vous? C'est des phénomènes connus, ça. Alors, c'est des phénomènes expliqués là, scientifiquement, mais il y en a beaucoup que c'est difficile à prouver ou à disprouver scientifiquement. C'est ça qui est intéressant dans cette approche que tu viens d'évoquer, c'est que c'est des choses qui sont théoriquement possibles,
mais c'est vrai qu'ils sont très vite classifiés, alors soit par la communauté scientifique aujourd'hui, comme c'est complètement impossible, c'est quelque chose voilà, de l'ordre de l'imaginaire ou même psychopathique, ou sinon, c'est tout de suite récupéré par les religions, par les autres écoles de pensée. Et c'est vrai qu'on a du mal à avoir un peu cette tête froide, cette tête neutre, en train de dire, voilà, il y a un phénomène, il n'y a pas forcément des forces, des puissances, des archétypes derrière, mais quelque chose à décoder. Mais c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à ne pas on se retrouve dans une situation où ce phénomène va être récupéré. On le voit aujourd'hui, que ce soit dans les films ou parfois dans les 4 dans la réalité, quand il y a un cas de possession, c'est hop, c'est l'Église qui prend le relais, et c'est les secrets du Vatican, c'est de notre côté, on a des livres. C'est vrai qu'on a vraiment du mal à avoir la tête froide par rapport à ces phénomènes. C'est le bagage, c'est la mémoire justement qui empêche cette neutralité? C'est les concepts, c'est les concepts psychologiques, c'est les concepts à partir d'une conscience psychologique ou involutive qui empêchent. Voyez-vous? Dans le sens, par exemple, si vous prenez la physique quantique, c'est très difficile, ça a été très difficile, puis même encore aujourd'hui, pour beaucoup de scientifiques dans le temps, d'accepter, par exemple, que Einstein disait des phénomènes de spooky, comment il disait ça en anglais, spooky, par exemple, deux particules ou deux atomes qui si vous affectez une entité, l'autre entité réagit de la même façon, à des distances extraordinaires. Au niveau de la physique quantique, même pour les scientifiques, c'est difficilement explicable. Ils connaissent le phénomène, mais ils ont de la difficulté à l'expliquer, le phénomène. Voyez-vous? Parce que là, on parle de l'infiniment petit, donc on parle de l'invisible. Alors, au niveau de l'invisible ou de l'infiniment petit, il y a des phénomènes qui peuvent se passer ou que la science a de la difficulté à expliquer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'expérience scientifique dans ce domaine-là. Et il y a beaucoup de scepticisme à cause des concepts anciens au niveau de la science, etc. Alors, il y a toujours ce jeu-là. Là. Il y a toujours cette dichotomie entre l'ancienne façon de penser, même scientifique, et la nouvelle. Par exemple, au niveau de la physique quantique. Alors, c'est un peu la même chose au niveau psychologique face au systémique. Alors, les gens ont beaucoup de difficultés ils vont avoir tendance à interpréter ou à ne pas ou ils vont avoir une résistance à s'ouvrir à la réalité systémique, par exemple. Parce que au niveau de la réalité systémique, c'est très catégorique dans le sens que lorsqu'une personne s'éveille, c'est parce qu'elle est en mesure d'observer la mécanique vibratoire de la vie. Voyez-vous? Alors, c'est pas évident à accepter ça, que l'être humain fonctionne de façon mécanique. Voyez-vous? Lorsqu'il fonctionne de façon psychologique, il fonctionne absolument de façon mécanique. Autrement dit, automatique. Il est comme un automate, plus ou moins conscient. Voyez-vous? Lorsqu'il s'éveille, à ce moment-là, il peut manipuler, si vous voulez, ou trafiquer avec la réalité systémique. Mais s'il n'est pas éveillé à cette réalité-là, puis c'est les concepts qu'il vit au niveau psychologique qui le maintiennent dans le psychologique, finalement, qui créent une résistance pour lui à s'ouvrir l'esprit à cette réalité-là. Ça fait le travail que ça fait et ça crée une très grande résistance à cause justement du manque d'expérience.
C'est la même chose au niveau scientifique, au niveau des scientifiques, c'est la même chose au niveau des gens qui fonctionnent de façon psychologique comparativement à une personne qui est éveillée au niveau systémique. Alors, on peut dire que le systémique, c'est paranormal, dans un sens. C'est pas normal. L'homme n'est pas habitué à cette réalité-là, donc pour lui, c'est paranormal. C'est perçu de cette façon-là. Pourtant, il n'y a rien de paranormal là-dedans, une fois qu'on l'observe. Et c'est pourquoi on revient toujours à ces sujets de blocage. Une même communauté scientifique ou d'autres personnes vont avoir voilà, tout de suite des crispations si jamais on leur parle de paranormal, et de la même manière si jamais on leur parle effectivement d'analyse systémique, parce que c'est des choses en fait qu'ils ne maîtrisent pas ou qui manquent effectivement d'expérience. Alors il y a d'un côté, on l'a évoqué avec une communauté scientifique qui va se traduire principalement dans le rejet, mais il y a aussi l'autre côté des personnes qui vont avoir justement de la fascination pour ce côté paranormal. Donc voilà, vous avez parlé des médiums, des personnes qui vont tirer les cartes de tarot. Il y a aussi, on n'a pas lu en introduction, toute la mystique avec les histoires, les légendes, je pense là, vient en tête les légendes arthuriennes ou choses comme ça. D'où vient cette fascination pour le paranormal, pour les mystères, pour finalement l'inconnu chez l'être humain? Ça vient du fait que l'être humain n'est pas conscient, n'a pas conscience de la réalité systémique. Il a toujours intuité la réalité systémique, puisqu'il vit de façon, autrement dit, il ne peut pas vivre autrement que vibratoirement. Il est assujetti à la réalité vibratoire du système. Mais il n'en a pas conscience. Donc, il fonctionne automatiquement. C'est vibratoire, ça. Il va se passer un événement, ça va déclencher quelque chose en lui, ou un programme. Alors, il y a une mise en vibration, etc. Il ne se rend pas compte de ça parce qu'il ne connaît pas la mécanique. Il n'est pas au fait de cette réalité-là. Alors, il va interpréter, surtout les gens plus sensés vont interpréter parce qu'ils vont intuiter cette réalité-là. Autrement dit, ils sont plus près de cette réalité-là, mais en même temps, ils l'interprètent psychologiquement. Voyez-vous? C'est ça le problème. Et ils s'imaginent toutes sortes de choses là-dedans. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont influencés par des concepts religieux, etc., les anciens concepts. Voyez-vous? Les premiers hommes, c'est évident qu'ils n'étaient pas, ils étaient très ignorants de la réalité. Donc, ils interprétaient beaucoup. Voyez-vous? Ils créaient des dieux à tour de bras. Voyez-vous? Et ils faisaient surtout, ils essayaient de maîtriser la vie ou les événements à travers des rituels. Vous parliez de messe noire ou de messe blanche, c'est la même chose, c'est un rituel. Voyez-vous? C'est un rituel magique, finalement. On peut appeler ça comme ça. Il y a la magie blanche, la magie noire. Les messes, tout ça, c'est un rituel magique. Voyez-vous? Voilà. Mais c'est vrai que par exemple, si on revient sur ces sujets de messes blanches, messes noires ou les rituels, ou ce qu'on peut appeler globalement la magie blanche, la magie noire. Alors, on parlait d'un côté d'une communauté de scientifiques qui vont parfois être sceptiques face à ces phénomènes, mais on a aussi d'un autre côté des personnes qui peuvent se trouver très haut dans ce qu'on pourrait appeler une hiérarchie sociale et qui croient dur comme fer, et qui, quand elles vous en parlent, sont persuadés que oui, que ça marche, que j'ai eu, je ne sais pas, tel résultat ou telles élections, ou j'ai eu telle richesse en faisant tel rituel. C'est vrai que c'est intéressant d'étudier aussi quelle est la réalité derrière ces phénomènes-là. C'est de la pure interprétation, du coup. Ouais, la réalité derrière ces phénomènes-là, c'est l'absence d'individualité. Alors, moins une personne est individualisée, autrement dit, est libre de sa programmation, autrement dit, s'identifie à sa programmation, etc.,
à ce moment, à son plan de vie, finalement, plus il est dans les croyances. Plus il a besoin de croyances pour se sécuriser. De là, la création de personnalités, si vous voulez, comme Dieu, comme d'autres personnalités, Sainte Vierge, etc. Voyez-vous? Mais vous ne verrez pas une apparition de la Sainte Vierge, par exemple, dans une mosquée. Là. Voyez-vous ce que je veux dire? Et vice-versa. C'est culturel, c'est la mémoire qui fonctionne, qui fait qu'il n'y a pas d'apparition de la Sainte Vierge dans une mosquée. Pour donner un exemple. Ça va apparaître à des croyants, des individus qui croient au niveau religion. Voyez-vous? Oui, c'est ce qu'on voit principalement aussi dans peut-être intéressant qu'on aborde aussi ce sujet, c'est dans ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, oui c'est ça, donc les EMI en français, les NDE en anglais, où justement il y a des personnes voilà, qui scientifiquement ont été déclarées comme morts, parce que je ne sais plus très bien les temps précis, mais il faut les retrouver, mais je pense que c'est quelque chose qui est lié. Voilà, un certain temps, je pense qu'il y a des choses aussi liées au cerveau, au cœur, etc. Bon voilà, encore une fois, une définition scientifique de la mort, la même que la définition scientifique du paranormal, et ces personnes voilà, sont revenues avec des bagages, avec des souvenirs, avec des sensations. Voilà, il parle souvent de sensations d'amour. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, pas tout le temps, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, l'expérience est teintée de leur bagage mémoriel. Mais il y a quand même parfois des personnes qui n'avaient rien à voir et qui disent avoir vu, voilà, même s'ils étaient hindouistes, Jésus, etc., mais peut-être qu'ils ont entendu parler du coup. C'est quoi d'ailleurs votre vision justement de ces expériences de mort imminentes où les gens disent voilà, avoir vu des choses incroyables et des sensations principalement de celle qui vient à l'esprit d'amour, par exemple? C'est parce que quand une personne meurt cliniquement pendant un certain temps, elle est projetée dans sa personne, dans son identité réelle. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il y a une séparation abrupte, si vous voulez, avec la programmation. Elle n'est pas complète, mais elle est abrupte. Et la personne vit l'expérience de sa personne. Voyez-vous? Séparée ou avec une distance face à la programmation, sa programmation, comment il est programmé. Alors, ça lui donne un choc. Et ça permet pour l'individu d'avoir une perception de la réalité totalement différente. C'est évident qu'il peut voir sa mère, toutes des choses comme ça c'est le phénomène de la mémoire, mais sa perception, son bien-être ou comment il se sent, presque tout le monde, il se sent très bien là-dedans, dans le sens qu'il flotte sur un nuage, genre. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance, une très grande distance avec la programmation. Voyez-vous? Il y a un phénomène de survie là-dedans. Voyez-vous? Lorsque la personne vit le choc, l'arrêt du cœur, etc., le cerveau fonctionne encore. Mais lorsque le cœur arrête, bon, ben, ça donne un choc. C'est ça le phénomène. Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont vécu l'expérience. Et puis, je leur décrivais, je leur posais des questions et je leur expliquais. Et ils acquiesçaient à ce que je disais. Dans le sens que c'était plausible mon explication de ce qu'ils avaient vécu. Voyez-vous? Puis pas seulement qu'une personne, plusieurs. Alors, ils reviennent avec un sens plus mystique, si vous voulez, de la réalité. Je comprends. Lorsqu'ils reviennent, ben, ils reviennent dans leur conscience psychologique, plus avoir vécu une expérience relativement mystique comme ça. Voyez-vous? Voilà. Ça donne ce que ça donne. C'est pour ça qu'il y a des gros changements chez les gens lorsqu'ils vivent ce genre d'expérience-là. Soit, la plupart du temps, ils deviennent beaucoup plus spirituels, beaucoup plus religieux, etc. C'est vrai que... Oui.
Allez-y, allez-y. Une personne qui était plus ou moins croyant, ben là, il devient absolument croyant. Voyez-vous? Parce qu'il est pas capable de discerner l'expérience. Voyez-vous? Il ne sait pas ce qu'il vit, finalement. Ça lui est imposé. Donc là aussi, il va interpréter cette expérience. Toujours. Ouais. Le problème, c'est justement l'interprétation psychologique d'un phénomène qui n'est pas psychologique. Ou de phénomènes qui ne sont pas psychologiques. Voyez-vous? Alors, il y a toujours une forme quelconque de croyance, d'imagination, voyez-vous? C'est comme, on parlait du tarot. Bon, ben, quelqu'un qui tire aux cartes avec le tarot, il peut être il peut être très bon, très efficace. Mais il a besoin des cartes comme forme pour connecter avec une autre réalité. Voyez-vous? Dans le sens qu'il a besoin de connecter vibratoirement avec la personne. Il sert des cartes. Il ne peut pas, ça prend une personne sensible, premièrement, mais il ne peut pas fonctionner en dehors des cartes. Il ne peut pas parler comme il parle en dehors des cartes. Il a besoin d'une forme. Voyez-vous? Et au niveau psychologique, c'est tout le temps comme ça. C'est soit les lignes de la main, soit les cartes, etc., etc. Tous les arts divinatoires, c'est ça. Ils ont besoin d'une forme, absolument. Tandis que la lecture, si vous voulez, systémique ou de la réalité vibratoire, c'est pas, on n'a pas besoin de cartes ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de forme. C'est purement une conscience, une observation directe de la réalité systémique, mécanique, vibratoire. Et c'est là où il y a quand même un point important qui est révélé. C'est effectivement, à chaque exemple qu'on a illustré, on essaie toujours de trouver la réalité. C'est qu'il y a même là dans cette approche, bon voilà, c'est très, il y a de la forme art divinatoire, il y a une connexion vers un certain type de réalité, mais qui est malheureusement interprétée, ce qui va bloquer l'individu. Ben, ça l'empêche d'évoluer. Tant qu'il va utiliser ça, soit la personne qui reçoit l'information, ou soit la personne qui émet l'information, elle va toujours être assujettie à ça, puis ça l'empêche d'évoluer. Voyez-vous? Parce que ça l'enferme dans des concepts particuliers là, de croyances. Voyez-vous? Si vous lisez les cartes, par exemple, vous voyez le pendu ou whatever, là, puis là, vous interprétez ça, vous avez besoin de vous passez par la carte, par la symbolique de la carte. Voyez-vous, tout le temps. Fait que vous ne pouvez pas développer un sens global de la réalité systémique de cette façon-là. Ça va toujours interférer à cause de votre croyance. Voyez-vous? Ça va vous empêcher de connecter avec cette réalité-là, c'est évident. Parce que ça va créer une dépendance. Voyez-vous? D'autant plus que dans l'exemple de la personne, effectivement, qui va faire de la voyance en utilisant des cartes, bah, cette personne se retrouve dans un état de sensibilité qui, justement, pourrait lui permettre, en absorbant, en ayant cette expérience, de passer dans une vision, justement, systémique. Ouais. Mais chez les personnes très sensibles, il y a une grande résistance. Il y a la résistance proportionnelle à leur sensibilité. Voyez-vous? C'est ça le problème. Fait que ces personnes-là, habituellement, ils ont une grande capacité à magnétiser la forme. Voyez-vous? Puis ils sont prisonniers des concepts psychologiques à cause de ça. Tant qu'ils ne prennent pas conscience du phénomène vibratoire de ça, tant qu'ils ne voient pas la mécanique qui les enferme dans ça, ils ne peuvent pas s'en libérer.
faut qu'il soit instruit de la mécanique vibratoire du système pour être en mesure de se libérer de ça. C'est pas instantané, là. Ça se fait graduellement. Au fur et à mesure qu'ils vont vivre leur propre expérience et intégrer. Mais pour que ça s'enclenche, tout ça, ça prend habituellement une personne extérieure qui va instruire cette personne-là. Bernard de Montréal servi justement d'instruction primaire à cette réalité-là. Mais les gens pensent, les gens doivent réaliser que ça continue, là. Ça évolue, cette affaire-là. Voyez-vous? Moi, je ne parle pas de la même façon que Bernard parlait. Voyez-vous? J'explique des choses que Bernard n'a jamais expliquées. On parle de la même, on a le même, la même, on parle de la même réalité, mais d'une façon différente. Voyez-vous? Puis il l'avait prédit d'ailleurs. Et c'est vrai, par exemple, qu'en parlant un peu de Bernard, même si on a déjà évoqué ce sujet plusieurs fois, Bernard utilisait beaucoup ces facettes un peu paranormales, l'ésotérisme, choses comme ça. Et il était très connecté avec un milieu, justement, de personnes qui étaient à fond dans tout ça. Ce qui parfois a amené des personnes à rester dans ces formes-là, justement. Ben, les gens, dépendant comment on parle, les gens vont adhérer à certaines croyances ou vont interpréter. Voyez-vous? C'est ça le problème. Il ne faut pas mettre 5-6 paires de gants. Voyez-vous? En ça, ça crée de l'espace pour des interprétations. Voyez-vous ce que je veux dire? Si je commençais à parler un peu trop de façon ésotérique, j'attirerais beaucoup de monde qui sont très spirituels, très ésotériques, mais ils voudraient en manger plus. Voyez-vous? Ça les ferait pas évoluer. Bernard faisait ça justement pour faire attirer les gens à autre chose, pour leur expliquer autre chose. Mais le monde a tête dure. Il disait « croyez-moi pas », mais c'est pas seulement « croyez-moi pas », il parlait du phénomène de la croyance. Voyez-vous? Il se fendait en quatre pour expliquer justement que les gens avaient tendance à croire trop facilement. Voyez-vous? Est-ce que justement cette volonté aussi de vouloir rester dans ces formes, c'est-à-dire, bon, voilà, on a beaucoup parlé de la religion ou encore le tarot, il y a aussi une notion de réassurance. C'est-à-dire, ah bah oui, c'est ça, donc oui, Jésus va vraiment exister. Donc il y a aussi un côté un peu confortable. Donc, de la même manière que les personnes vont être à fond dans le côté fantomatique pour assurer une sorte de continuité après la mort, il y a aussi un côté, bah, ça m'arrange que la réalité soit celle-ci, parce qu'elle va un peu dans mon sens. Parce qu'elle me sécurise. Voyez-vous? C'est toujours pour se sécuriser les croyances, tout le temps. Voyez-vous? Mais une fois qu'une personne commence à constater, à observer la mécanique systémique, est en mesure de l'observer, il n'est plus dans la croyance, là. Il est dans la science de la vie. Il constate. Pas pareil. Il n'y a pas de croyance là-dedans. Il constate dans sa vie tous les jours. Voyez-vous? Lorsqu'il constate dans sa vie tous les jours, il intègre cette réalité-là. C'est plus de la croyance, ça, là. Voyez-vous? C'est comme une explication scientifique. C'est pas de la croyance. Voyez-vous?
il peut y avoir des théories qui sont plus ou moins prouvées, là. Puis par la suite, il y a des scientifiques qui vont en rajouter, si vous voulez, ou ils vont même éliminer ou une partie. Voyez-vous? Ils vont rajouter une théorie quelconque. Mais quelquefois, ça prend ces théories-là pour en arriver à des théories beaucoup plus avancées. Voyez-vous? C'est des marches. C'est la même chose au niveau de la réalité systémique. On est en découverte de cette réalité-là. On a parlé effectivement des personnes qui semblent utiliser la magie blanche, noire pour obtenir des choses. Il y a aussi une volonté de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie justement de posséder, je ne sais pas, un pouvoir spécial ou utiliser la magie ou même le Graal ou même n'importe quel artefact. Il y a aussi cette volonté de vouloir avoir un pouvoir, de pouvoir avoir le dessus, c'est-à-dire que j'ai une information, j'ai accès à une réalité ou un monde que les autres n'ont pas. Il y a aussi cette soif de pouvoir qui est très présente aussi dans ce côté paranormal. D'où ça vient? Ça aussi, c'est l'insécurité? Ça provient du fait de l'impuissance de l'individu. Plus un individu se sent impuissant devant la vie, plus il veut avoir du pouvoir sur la vie. Normal. Voyez-vous? Qu'à ce moment-là, il va créer toutes sortes de formes, il va adhérer à toutes sortes de formes pour atteindre un certain pouvoir. Voyez-vous? C'est de la croyance encore, mais il peut avoir certains résultats, si vous voulez. La seule façon d'être en puissance, c'est de s'ajuster à la réalité. Voyez-vous? Plus on est ajusté à la réalité systémique, plus on a une capacité d'observation, plus on s'individualise, plus on s'éveille, etc. Notre vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable que si on recherche le pouvoir sur les autres ou sur des chimères. Voyez-vous? Cette recherche de pouvoir, donc, elles sont effectivement pas mal dans le paranormal à travers un peu des artefacts, un peu comme celui présenté ésotérique. Il y a aussi dans ce qui est qualifié aujourd'hui de paranormal ou plutôt de mystérieux, on l'a un peu abordé en début d'interview, c'est tout ce qui est ces histoires aussi de civilisations antérieures. Donc là, il y a vraiment quand même un énorme morceau qui parle de ces civilisations antérieures. Vous savez, avec les fameuses pyramides qu'on voit un peu partout dans le monde, et alors les mystères autour de leur construction, mais surtout, le mystère et tout ce qui est paranormal, c'est à quoi servait-elle et les potentielles technologies que ces civilisations antérieures, cette fois-ci, auraient pu avoir. C'est quoi votre vision par rapport à tout ça, justement, à cette recherche autour de ces pyramides ou de ces civilisations antérieures? Est-ce que ça vous semble plausible que ces civilisations auraient pu avoir des technologies qui aujourd'hui seraient perdues? Ce qui semble plausible de plus en plus, c'est qu'il y a eu des civilisations préalables à ceux-là. Voyez-vous? Et par exemple, les Égyptiens ont hérité de technologies et de sciences qui étaient antérieures à leur civilisation. Il y a de plus en plus de preuves à ce niveau-là. Voyez-vous? Que, par exemple, le côté, lorsque les ésotéristes parlent beaucoup des Atlantes, voyez-vous? Mais il peut y avoir d'autres choses derrière ça, là. Voyez-vous? Dans le sens que ce n'est pas nécessairement l'Atlantide ou les Atlantes, ça peut être une civilisation tout simplement très avancée qu'il y a eu peut-être 12 000 ans ou 15 000 ans ou 100 000 ans.
Voyez-vous? Alors, il peut y avoir l'homme a peut-être été influencé par des civilisations extraterrestres. Voyez-vous? C'est plausible. Les Anunnaki, je ne sais pas comment prononcer. L'histoire, si vous voulez, décrite par ce qui reste des tablettes, etc., des symboles, tendent à supposer que, justement, il y a eu une civilisation très avancée, si ce n'est pas une civilisation extraterrestre, qui a influencé d'autres, les hommes, puis qui ont créé des civilisations par la suite. Voyez-vous? Il y a des théories, par exemple, qui avancent que les pyramides n'ont pas pu être construites par les Égyptiens. Voyez-vous? J'ai lu quelque chose dernièrement. Ça aurait pris 365 ans pour construire la pyramide. Avec je ne sais pas combien d'hommes, en tout cas, ils faisaient des calculs, là, puis déplacer des blocs de pierre comme ça, même dans une pente de 10 degrés, c'est presque impossible. Là. Alors, c'est seulement qu'au niveau mathématique, là, calculer combien est-ce qu'il y a de pierres, la grosseur des pierres, combien est-ce qu'il y avait d'individus pour ça n'a plus de sens. Alors, on peut s'imaginer une civilisation beaucoup plus avancée qui pourrait manipuler des blocs de pierre comme ça d'une façon plus technologique, avancée technologiquement. C'est plausible. Il y a de plus en plus de preuves, d'ailleurs, de civilisations là, 12 000 ans et plus. En Turquie, par exemple. Ils ont découvert Puis de plus en plus, ils vont découvrir parce qu'ils utilisent des appareils maintenant qui peuvent voir, je ne sais pas si c'est au laser, hein, ils peuvent voir soit par satellite ou directement, en utilisant un appareil particulier au laser. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'est-à-dire que il y a aussi le phénomène, oui, paranormal, on peut aussi le mettre à l'intérieur, ce phénomène ovni, E.T., peu importe, il y a des nouveaux termes aujourd'hui, mais je ne les ai plus en tête par rapport à ça. Mais c'est que l'important, c'est de garder, on l'a dit un peu au début, c'est une espèce de tête froide. Et dans ce cas, c'est quoi? C'est attendre les faits, c'est ça? Attendre qu'on prouve scientifiquement. C'est ça, oui. Attendre les preuves. Hein? Comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de preuves que c'est passé quelque chose avant. Là. Voyez-vous? Puis il y a eu un genre de déluge sur la planète. Alors, ça aurait pu balayer toutes les civilisations dans ce temps-là. Voyez-vous? C'est de plus en plus... cette théorie-là est de plus en plus plausible au niveau des découvertes archéologiques, etc. Mais même les archéologues, vous avez une partie très conservateur et une partie qui est plus ouverte à des choses comme ça. Mais l'idée est là, justement, ce que vous aviez évoqué, c'est-à-dire d'avoir une forme d'ouverture et de ne pas avoir des œillères, c'est-à-dire oui, absolument, ou non, absolument, d'avoir une sorte de neutralité, pas être fermé. Mais quand des archéologues, par exemple, écrivent des livres, des théories, etc., et puis tout d'un coup, on arrive, ou certains archéologues arrivent avec d'autres théories qui défont leur théorie, vous allez avoir de la résistance. Voyez-vous? Alors, simplement à cause de la réputation de l'individu, etc. Il écrit des livres, c'est un expert là-dessus. Voyez-vous? Il va y avoir une grosse résistance. Parce qu'habituellement, d'autres archéologues vont supporter cette théorie-là. C'est la même chose au niveau de la science. Hein. Ça évolue au fur et à mesure des funérailles.
de ces individus-là qui... Puisqu'il y en a qui... Ah, OK. Là, il y a une nouvelle théorie à moins de résistance. OK. Avant de passer aux questions, du coup, dernière question que j'aimerais vous poser. Vous aviez évoqué que de base, enfin, l'approche systémique est paranormale. De ce fait, est-ce que c'est juste de dire que l'être humain est paranormal par essence? Ouais. Dans le sens qu'il... son absence de perception de la réalité systémique le fait percevoir la réalité de façon paranormale. Autrement dit, pour lui, c'est paranormal. Mais c'est parfaitement normal. C'est l'homme qui n'est pas normal. qui n'est pas ajusté à la réalité. Il n'est pas normal. L'être humain, ce n'est pas un être ajusté. Voyez-vous? Sa conscience psychologique, c'est une conscience de transition entre son ancienne conscience animale et sa nouvelle conscience supérieure. Qui, elle, qu'est-ce que c'est la nouvelle conscience? C'est l'ajustement à la réalité systémique, c'est tout ce que c'est. Mais ça change énormément de choses dans la vie d'une personne, par exemple. Mais ça prend un processus pour se rendre là, pour d'être instruit sur cette réalité-là et de la mettre en pratique. Alors, tout un processus, comme on a parlé dans les autres vidéos, un programme qui se forme par le contact, encore une fois, avec des personnes qui sont... Oui, mais ça ne se fait pas de façon amateur, dans le sens que les gens croient qu'ils peuvent être autodidactes là-dedans. Ils vont avoir des petits problèmes d'interprétation. C'est ça le problème. Des problèmes paranormaux, effectivement. Oui, des problèmes paranormaux. Ouais. Ok, bah du coup, on va pouvoir passer aux différentes questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos différentes questions sur le chat. Alors, j'envoie une première, donc juste le temps que je remonte. Donc, une première question de Mike Roussel. Donc, bonsoir, bonjour Mike. Que pensez-vous des crop circles? Vous savez, c'est les espèces de cercles qu'on voit là dans les différents champs, etc. Alors, je pense que je vais vous laisser répondre. Il y a quand même deux théories. Il y a les fameux canulars des personnes ou une réalité derrière extraterrestre. Quel est votre avis du coup sur tout ça? C'est difficile à dire. J'ai déjà vu des vidéos où les crop circles justement apparaissaient au fur et à mesure qu'on voyait des gens d'appareils ou qui se promenaient autour. Mais ce n'est pas nécessairement une preuve scientifique. Mais c'est mystérieux quand même. Ça se pourrait. Mais... Encore une fois, ça se pourrait. C'est une éventualité, mais il faut plus d'éléments quand même tangibles, pourquoi pas des vidéos. Si on est ouvert au phénomène extraterrestre, c'est plausible, c'est évident. Regardez aujourd'hui le disclosure qu'ils appellent, là, dans le sens que on voit des vidéos de l'armée américaine, l'aviation américaine, avec des ovnis, justement, ou des UFO qui se promènent comme ils veulent, là, puis la personne, on voit la chose bouger, là, tu sais. Fait que tout est possible. Voilà. C'est ça, oui, c'est vrai qu'il y a des documents qui sont de plus en plus déclassifiés. Du coup, des militaires et qui montrent des choses. Et puis oui, il y a aussi des histoires qui sont déclassifiées. On parle aussi beaucoup des phénomènes d'adoption, je vais arriver, avec des personnes qui se seraient fait, encore une fois théorique, hein, on prend toujours des pincettes, enlevés, intégrés dans un vaisseau où ils auraient subi un peu comme ce qui pourrait se passer dans un laboratoire, puis après remis, et avec des souvenirs complètement effacés, ils remis sur place. Il y a de plus en plus de gens qui vivent qui disent vivre des expériences comme ça.
plausible encore, mais ça prend des preuves. Mais les preuves dans ça, c'est difficile à amener. C'est seulement qu'un souvenir, par exemple, sous l'effet de l'hypnose. Alors. Ouais, toujours apprendre avec du recul. Ça, ni oui ni non, mais être un peu neutre par rapport à ce phénomène-là. Ouais. Ok, donc une autre question. Donc Denis, Solange Richard et Jordan. Il y a quand même des phénomènes derrière vous qui sont créés par un égrégore de gens qui y croient. Sinon, ça n'existerait pas. Alors, par rapport à mon niveau de compréhension, est-ce qu'il y a des phénomènes, bon, je ne sais pas si c'est lié au crop circle ou autre chose, qui va être créé par des égrégores. Je parle des personnes qui... Ben, plus il y a de personnes qui croient en quelque chose, plus un individu, si vous voulez, qui n'est pas ajusté, justement, va avoir tendance à croire le phénomène ou à voir le phénomène. Voyez-vous? S'il y a 20 personnes qui disent voir quelque chose en même temps, puis vous avez une personne qui se laisse influencer par ça, il va se passer quelque chose. C'est ça que vous posez comme question au niveau d'un égrégore. Un égrégore, c'est une amalgamation pas de croyance, mais de mémoire, si vous voulez. Oui. Et puis, il y a déjà eu effectivement une expérience dont j'ai oublié complètement le nom, où des sujets ont été piégés. C'est-à-dire qu'il y avait deux carrés qui étaient présentés, ou deux cercles, je ne sais plus, qui étaient présentés, qui étaient vraiment identiques. Et il y avait une personne donc, qui n'était pas dans le coup, et les 19 autres qui disaient non, non, les carrés sont complètement différents. La personne, à la fin, s'est mise, un, à douter, et deux, elle dit oui, vous avez raison, les deux carrés sont complètement différents, alors qu'il avait bien vu que c'était pareil. C'est ça. Ça a rapport avec, au niveau de la question aussi, ça a rapport avec le lien avec le collectif. Plus une personne a des liens émotifs avec le collectif, donc la peur du rejet, la peur ouverte, la peur du jugement des autres, dans sa programmation, plus elle va être assujettie à la croyance des autres ou les concepts des autres. C'est comme ça d'ailleurs que se transmet la conscience involutive. De génération en génération. L'enfant qui naît, il naît dans un environnement, mère-père, puis il a besoin de se sécuriser. Fait que, il va croire tout ce que ses parents lui disent. Là. Voyons? Parce que pour lui, c'est la source de sa sécurité. Alors, il n'y a pas d'individualité encore, il n'est pas développé encore. Il est influencé. Mais cette influence-là se perpétue et à ce moment-là, l'individu est prisonnier du collectif par la suite, à travers la peur, justement. Ce qui crée le lien émotif, ce que j'appelle le lien émotionnel avec le collectif, c'est la peur. La peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'abandon. C'est ça qui lie tout le monde au collectif. C'est ça, d'ailleurs, qui vous maintient prisonnier du plan de vie de la programmation, créé par la programmation. Alors, tant qu'une personne est influencée par le collectif, elle ne peut pas s'individualiser, c'est évident. S'individualiser, c'est être libre du collectif. C'est être libre de la programmation ou dans la programmation. C'est commencer à être maître de la programmation, donc c'est commencer à observer le phénomène mécanique et automatisé vibratoire du système. Comment on fonctionne, autrement dit. Voilà. Ok. Une autre question de Carly Ishsu, désolé pour la prononciation si jamais je prononce mal. Que penser des personnes qui disent avoir commis des actes parce qu'ils ont entendu des voix? Donc là, on parle
Donc, là, entre parenthèses, des possessions, c'est aussi des choses de l'ordre de la schizophrénie, etc. Ouais. Ben, les gens, même non schizophrènes, entendent des voix, des fois. Ben bon. Ils peuvent s'imaginer toutes sortes de choses. C'est une forme de personnalisation ou d'anthropomorphisation. Ben bon. Si vous entendez des voix, vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Ben bon. Quelqu'un qui est très seul, il a besoin de relationnel. Donc à ce moment-là, s'il est très dans la solitude, il va se créer ce genre de phénomène-là automatiquement. Voyez-vous? Alors, j'ai déjà eu une personne en consultation qui parlait aux entités, etc., de façon courante, là. Mais un jour, elle était prise avec une entité négative. Voyez-vous? C'est lorsqu'elle se couchait pour dormir, une entité arrivait. Et là, c'était une entité négative, elle n'aimait pas ça. Les entités positives, elle aimait ça. Elle nourrissait ça. Mais là, ça ne marchait plus, là. Mais c'est un phénomène, c'est là que j'ai fait le lien avec le phénomène de l'abandon. Personne n'est pas en mesure d'être seul, d'assumer sa solitude. Alors, automatiquement, elle se couche, elle n'est pas active, elle va tout de suite être en vibration en fonction de sa solitude, autrement dit, de l'abandon. Voyez-vous? Elle n'est pas en mesure d'assumer sa solitude. Donc, son individualité. Donc, automatiquement, il y a une entité qui a besoin de quelqu'un qui parle. C'est le même phénomène qu'un enfant très jeune qui est seul, puis qui commence à jouer avec ses jouets, puis là, il se crée un ami imaginaire. Même phénomène. Ça, c'est le besoin relationnel fondamental que tout le monde a. On ne peut pas vivre seul, isolé. S'individualiser, ça ne veut pas dire se vivre seul, isolé. Là. Pourquoi, du coup? Parce que pourquoi, du coup, quoi? Pardon. Pourquoi on ne peut pas vivre seul? Parce qu'on est programmé pour relationner, pour survivre. Très difficile de survivre seul. Allô? Alors, l'homme va rencontrer une femme, va fonder une famille, etc., une tribu, etc. Allô? Il y a très peu d'animaux sur la planète qui sont solitaires. Très peu. Il y a toujours du relationnel. Même les oiseaux, il y a du relationnel. C'est un phénomène fondamental, ça. Alors, à ce moment-là, la personne qui est seule va avoir tendance à se créer, par exemple, comme un enfant, un ami imaginaire pour ne pas être seul, justement. Voyez-vous? Pas se sentir seul. Hein? Pourquoi les enfants? Mettez des enfants ensemble là, qui ne se connaissent pas, vous allez voir, ils vont jouer ensemble. Tout de suite, ils vont connecter ensemble. Ils ont besoin de ça. Ils vont être tout excités. Là, puis, hein? Ils ont besoin de ça. Surtout avec un autre enfant. C'est instantané. Pouf! Oui, il y a toujours cette volonté de jouer, de se connecter, quoi. Toujours. Ouais. Chez l'adulte, il y a le besoin relationnel, il y a l'instinct au niveau de la sexualité, etc. Le besoin de procréer, etc. Mais avec ça, il y a le besoin relationnel. Il y a plus que ça. C'est mental, le besoin relationnel. C'est pas seulement physique. Voyez-vous? Alors, ça prend avec la communication, ça amène la communication et la complicité. Si vous n'avez pas ça dans un couple,
Vous n'avez pas grand-chose. Voyez-vous? Qu'il y ait de la communication et de la complicité. Beaucoup de couples, les hommes surtout, ont de la difficulté avec la communication, avec la complicité. C'est pas parce que vous êtes ensemble que tout roule sur le bille. Les femmes ont plus tendance à demander, justement, ont besoin encore plus de communiquer. Fait que ça ne va pas toujours bien avec un homme. Là. Entre femmes, ils peuvent communiquer facilement. Mais avec l'homme, c'est différent. L'homme n'est pas bâti comme ça. Voyez-vous? Il doit apprendre à communiquer. Plus un homme devient mental, plus il communique. Ok, on va prendre du coup une autre question de Laurent Sébi. Alors, souvent quand on rentre dans une pièce et on sent des énergies lourdes, en psychologie, il y a la croyance qu'il faut nettoyer un lieu. Bon, c'est une croyance ou il y a une réalité derrière tout ça? C'est l'ambiance de la pièce, très souvent, et l'ambiance mentale de l'individu qui va créer cet effet-là. Alors, c'est de nettoyer le mental, surtout. Pas de nettoyer la pièce. Voyez-vous comment les gens vont mettre ça à l'extérieur au lieu de l'intérieur. C'est l'intérieur qui est trop sombre. Voyez-vous? C'est l'atmosphère interne qui n'est pas ajustée. C'est évident qu'une personne qui est dans une atmosphère mentale comme celle-là, quand il rentre dans une pièce particulière, il va être influencé, si vous voulez, sa perception va être influencée. De la même façon aussi, à l'extrême, qu'une personne très spiritualisée, très positive, si vous voulez, la moindre petite chose négative, puis elle va capoter. Voyez-vous? Surtout. Les gens qui sentent ça, la plupart du temps, sont un peu trop positifs. Sont extrêmes dans le côté positif. On va prendre du coup une dernière question. Artiste de vie, qu'en est-il de la prémonition, une croyance ou une réalité? Non, c'est ni une ouais, c'est réel dans le sens que ça fait partie de la télépathie. Plus une personne est connectée avec une autre personne, plus il y a un lien comme prémonitoire, télépathique. Et ça, c'est vibratoire, ça. C'est un peu l'affaire des atomes qui sont à des distances énormes et qui réagissent en même temps. C'est le même phénomène. C'est vibratoire. C'est difficile à expliquer là, scientifiquement, mais ça existe parce que les gens vivent, beaucoup de gens vivent ce phénomène-là. La prémonition. C'est-à-dire de voir arriver un phénomène. Ils le sentent, ils ont cette sensibilité. Ouais. Si vous associez ça avec, par exemple, l'anticipation, beaucoup de choses que vous anticipez qui ne se matérialisent pas, mais il y a des choses que vous allez anticiper qui se matérialisent. Alors, à ce moment-là, vous allez appeler ça de la prémonition. Voyez-vous, là? Ça peut être ça ou autre chose, dépendant du lien que vous avez avec la personne. Une mère avec son enfant, elle peut réagir ou avoir des prémonitions particulières, vérifiables. Alors. Ok. Bon, bah, du coup, c'était la dernière question. À part si jamais tu veux en prendre une autre, on peut s'arrêter maintenant. Ouais, on peut s'arrêter.
Ok, très bien. Bah, écoutez, donc merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Alors n'hésitez pas du coup à liker, à partager cette vidéo, à nous faire part de commentaires si jamais vous aimez ce genre de contenu. Et on se retrouve du coup très très vite pour un prochain live et pour d'autres vidéos avec Charles. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre disponibilité.